Bonjour à tous, bienvenue parmi nous et merci à l'UFE d'organiser ce webinaire aujourd'hui avec Carte Financement et Valorama. Tous ensemble, nous allons vous présenter donc ce webinaire sur tout simplement l'investissement en France et tout ce que vous devez savoir pour bien acheter votre bien immobilier en France cette année. Je suis Angélique Deveau, notaire chez Chevreux. J'exerce à Paris. Et pour vous situer un petit peu l'étude Chevreux, eh bien, nous sommes une entreprise notariale située à Paris, mais également sur tout le territoire, puisque nous avons une étude à Reims, à Bordeaux, à Lyon, à Tours, à Rennes et à Nice. Donc, nous cadrons tout le territoire et puis nous exerçons aussi en partenariat avec certains homologues, notaires ou bien avocats à l'étranger. Vous avez le groupe Chevreux ici qui est représenté en chiffres. Donc, pour ce qui concerne Paris, nous sommes 59 notaires et nous exerçons donc dans divers domaines d'activité, bien sûr l'immobilier, qu'il soit complexe ou résidentiel, le financement immobilier, l'investissement et arbitrage et le patrimoine. Et aujourd'hui, le thème qui nous intéresse tous ensemble concerne à la fois ce qu'on appelle le résidentiel, mais aussi le patrimoine. Alors, quand on achète un bien immobilier en France, quelles vont être les étapes clés et les délais? Quel va être le coût de cet investissement? Quelle structure peut-on envisager? Peut-on acheter un bien à distance, puisqu'on est non résident, donc la question peut se poser, est-ce qu'on a besoin de prendre un avion pour pouvoir signer son acquisition? Et aussi, comment anticiper la transmission de ce bien? Ce sont donc toutes ces questions qui nous intéressent aujourd'hui. Quelles sont les étapes clés et les délais quand on achète un bien immobilier en France? Il y a, je dirais, deux grandes périodes. Une phase précontractuelle dans laquelle, avec votre agent immobilier, vous allez donc chercher un bien immobilier. Vous allez le trouver. Il va y avoir une lettre d'offre qui va être acceptée. Et puis, Angélique. Je pense qu'on a perdu Angélique. Bon, je pense que de mon côté, je vais prendre le relais et après, on verra si Angélique va revenir. Donc, moi, c'est Ryan et je suis courtier pour les financements des non-résidents chez Carte Financement. Donc, on est une société de courtage en crédit immobilier. Donc, voilà, je vais vous présenter comment obtenir un financement en France et quels sont les points à faire attention pour bien préparer votre projet en amont. On va commencer par quelques actualités de ce début d'année. On a constaté une hausse de taux à peu près 0,20 et 0,30% par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, sur 20 ans, pour les non-résidents, le taux en moyenne, c'est entre 1,35 et 1,60%. Sachant que ça, c'est le taux nominal hors assurance. Après, les taux changent régulièrement. Hein, donc, si aujourd'hui, je vous donne un taux, peut-être en 3 mois, ça va changer. Donc, il faudra bien nous consulter pour les taux du moment. Ensuite, concernant le marché immobilier, les transactions étaient en hausse en 2021 par rapport au 2020, pardon. Et surtout en région. On voit bien que les gens ont mal vécu le confinement en 2020. Et du coup, ils achètent plus en région qu'en Île-de-France. Surtout à Paris, il y a même une baisse de prix de 1,70% en 2021. Par rapport au contexte bancaire, donc à cause de la crise sanitaire, il faudra savoir que les traitements des dossiers sont plus longs chez les banques. Tout simplement parce qu'il y a des conseillers qui ont le Covid, ils ne peuvent pas travailler, ou ils doivent faire le télétravail, mais ils ne sont pas très bien équipés, des fois.
On observe aussi de plus en plus de contreparties financières demandées par les banques pour les non-résidents, en plus de l'apport exigé à mettre dans le projet. Ça, on parle bien pour les non-résidents français, quand vous avez la nationalité française. Parce que pour les non-résidents de nationalité étrangère, aujourd'hui, on a plus en plus de mal à trouver des banques et avoir une solution de financement parce que les banques ont du mal à développer une relation à long terme avec les étrangers. Sachant que si vous êtes français, vous êtes expatrié, vous allez revenir en France un jour, ou, voilà, après la retraite, mais les étrangers, c'est plus compliqué. À part si, par exemple, vous êtes un couple mixte, c'est-à-dire une personne française et une personne étrangère, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on peut prendre. Au niveau de l'endettement, on reste toujours à 35% maximum, comme l'année dernière. Même si vous avez un gros revenu, même si votre reste à vivre reste confortable après projet, malheureusement, on ne peut pas dépasser les 35% de l'endettement. Ça, il faudra faire bien attention. On peut financer votre projet en nom propre ou via une société comme SCI ou SARL. Il faudra juste faire attention pour un financement via une structure. Le montant du projet sera plus élevé. On va demander un peu plus pour le projet. Ça sera minimum entre 800 000 et 1 million. On peut financer les résidences principales, enfin votre future résidence principale, si vous comptez de revenir en France pour y vivre. Ensuite, résidence secondaire ou investissement locatif. On peut faire aussi des crédits patrimoniaux, comme typiquement la rachat de soupe, suite à, par exemple, un divorce, une séparation ou un héritage. On vous finance entre 5 et 20 ans, donc 20 ans, c'est maximum pour les non-résidents. On finance généralement en amortissable parce que le taux est très bas en France en ce moment. De temps en temps, on finance en in fine, mais c'est vraiment pour les gros projets. Les taux sont déterminés par votre niveau de revenu, mais pas par l'apport, parce que pour les non-résidents, les banques demandent déjà mettre entre 20 et 30% d'apport dans le projet. Donc, le taux est bien déterminé par votre revenu. Quelle quantité d'intervention on peut financer votre projet? On peut financer jusqu'à 100% du prix, hors frais, en fonction de votre situation professionnelle, en fonction de votre projet. Mais faites bien attention, c'est pas parce qu'on vous finance à 100% du prix, vous mettez rien derrière. Parce que pour les financements 100%, on va vous demander des placements supplémentaires entre 20 et 30% à mettre dans le projet. Donc ça, c'est bien compté comme apport. Et ensuite, quel apport minimum? Donc, on parle bien de 30% du prix à mettre dans le projet, y compris tous les frais. Donc, frais de notaire, de garantie, de frais de dossier pour la banque et courtage. Pour les gros projets, ça peut arriver jusqu'à même 40%. On finance les projets minimum de 200 000 euros jusqu'à plus d'un million sans plafond. Les types de garanties demandées par les banques, ça sera soit société de cautionnement comme Crédit Logement, soit PPT pour les biens anciens, soit hypothèque du bien pour les biens en construction, c'est-à-dire en VFA. Certaines banques peuvent demander aussi un indicement selon votre projet, selon la quantité qu'on peut ou financer le projet. Alors, il est très, très, très important de justifier l'origine de votre apport. Est-ce que ça vient de l'épargne liée à vos activités professionnelles? Est-ce que ça vient d'une donation, un héritage,
une vente de biens immobiliers ou vente des actions. Donc, en fonction, on peut vous demander les différents justificatifs. Des fois, il y a des banques qui demandent jusqu'à même les 12 derniers relevés comptes pour retracer les fonds. Il faudra penser bien à déclarer vos dons familiaux à un service des impôts. Il y a un CERFA à remplir et puis faire tamponner les impôts. Sinon, si les banques ne peuvent pas retracer cette source, ils ne peuvent pas avancer sur votre dossier. Comme on avait dit tout à l'heure, donc l'endettement doit rester 35% maximum. Je vous mets le calcul ici. Il faudra faire attention que les charges et les revenus sont après projet. C'est-à-dire on doit prendre la future mensualité et le futur revenu foncier du projet à financer. Et aussi les revenus saisonniers, on ne peut pas prendre en compte. Alors, le tenu de compte, j'insiste dessus parce que ça, c'est l'élément qui est le plus regardant chez nous et dans les banques. C'est-à-dire, on doit pointer toutes les lignes sur vos relevés comptes. Il ne faut pas avoir des dépôts d'espèces ou très peu, ni les gros retraits d'espèces. À part si c'est des retraits pour des dépenses quotidiennes, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça soit régulier ni des gros montants. Et très important pour les virements entre amis ou entre familles non justifiés, surtout les échanges parallèles en devises. C'est-à-dire, par exemple, moi je travaille à l'étranger, j'ai un collègue ou un ami qui a besoin des euros pour rentrer en France pour les vacances. Et donc, on a des comptes en France, donc je lui verse en euros, lui me rembourse les devises locales dans notre pays de résidence. Ça, c'est interdit en France. Donc, il ne faut pas avoir ce type de transaction sur vos comptes en ligne, sur vos comptes bancaires. Pardon. On peut vous financer si vous êtes salarié en contrat permanent, il n'y a pas de problème, on peut vous financer. Il faudra juste que ça soit hors période d'essai et avec 3 dernières fiches de paye. Pour les CDD et non salariés, il faudra bien nous consulter en amont parce que c'est au cas par cas. Voilà, CDD, il vaut mieux avoir 6 ans d'ancienneté dans la même société et non salarié 3 ans d'activité professionnelle. Les documents demandés, il faudra bien scanner et puis lisibles. Pour les non-résidents, les documents en langue étrangère, autres que français et anglais, il faudra traduire quand on envoie un dossier à la banque. Nous, de notre côté, on peut étudier sans traduction, mais quand on envoie à la banque, c'est obligatoire. Donc, il faudra bien une traduction officielle. Sinon, pour les documents de l'employeur, si vous pouvez obtenir des documents en anglais de l'employeur avec leur tampon dessus, par exemple une attestation d'employeur, les bulletins de paye, on peut prendre ça, il n'y a pas de problème. Alors, les listes des pièces. Donc, nous, on valide votre projet sur la faisabilité. Ensuite, on vous conseille toujours de nous envoyer votre dossier avant de signer le compromis. Comme ça, on monte tout le dossier en amont pour préparer s'il y a des documents manquants ou des questions à anticiper. Et ça nous fait gagner du temps. Et puis, la procédure, ça sera beaucoup plus fluide après. Voilà, une fois que vous signez le compromis, on envoie le dossier à la banque. Pour le financement, il y a une structure. Il y a un peu moins de banques qui peuvent financer, donc on privilège toujours en individu. Mais si vous souhaitez absolument acheter VNSI, il faudra nous consulter en amont pour bien valider les conditions et la faisabilité. Ici, c'est le timing de transaction pour le financement. Donc, il faudra compter à peu près 3 mois à partir du moment où vous signez un compromis jusqu'à le jour où vous signez chez le notaire. Dans les 3 mois, donc, on conseille pour les non-résidents 60 jours pour la condition suspensive d'obtention de prêt.
à cause de décalage horaire, préparation des documents, voilà. Ça, c'est en temps normal. Et si jamais on tombe dans des périodes de vacances, il faudra prévoir un peu de retard, des fois. Une petite présentation de carte de financement. On est une filiale du groupe Artemis Courtage. On a lancé sur le marché des non-résidents depuis un peu plus de 10 ans. Donc, on connaît bien toutes les banques spécialisées pour les non-résidents. On connaît leurs critères, leurs points forts, points faibles, et puis comment ils montrent un dossier, les questions demandées. Donc, c'est pour ça, j'insiste encore une fois, il faudra nous envoyer votre dossier en amont pour bien préparer en avance une fois vous avez une offre d'achat acceptée et avant de signer le compromis. Comme ça nous fait gagner beaucoup de temps. Ici, c'est notre équipe pour les non-résidents. Donc, en 2021, carte de financement a financé 260 millions d'euros, dont 79 millions pour les projets non-résidents. Depuis notre création de à peu près plus de 10 ans, on a financé 51 pays partout au monde. 7 clients sur 10 se sont financés à distance. C'est très important parce que vous êtes loin de l'Europe. Si ça peut vous faire gagner des billets d'avion, des congés, c'est important. Et on est 4 à Paris, 2 dans le sud. Mais on peut financer partout en France. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse la parole à Lisa pour l'assurance. Bonjour à tous, Lisa Hérault, je suis courtier en assurance spécialisée pour le non-résident et pour le français expatrié. Petite parenthèse, juste pour dire que Angélique Devaux, elle va reprendre sa présentation à la fin de ma présentation et on va aussi vous envoyer tout par email, comme ça vous aurez les slides. Et également, vos questions elles seront répondues à la fin de la présentation. On prendra le temps de vous répondre. Donc, je vais vous présenter l'assurance de prêt. Comme Aline vous l'a indiqué, l'assurance sera une exigence de la banque. Donc, c'est important d'y penser. Quand vous êtes expatrié, parfois, c'est pas aussi simple et pas tous les assureurs peuvent accepter facilement un dossier d'un pays étranger. Donc, c'est important. C'est une étape qu'il faut passer. Donc, qu'est-ce que c'est exactement l'assurance de prêt? Avant tout, c'est une exigence. C'est quelque chose qui va vous demander la banque pour l'octroi de prêt. Et l'assurance vous couvrira en cas de décès et en cas de maladie ou invalidité. Donc, elle assure bien sûr la banque, mais aussi votre famille, parce qu'en cas notamment de décès, le capital restant dû va être remboursé à la banque et votre famille n'aura pas à continuer à payer une dette. Et là, un coût qui est non négligeable sur votre dossier de crédit. Donc, c'est important de savoir si on peut optimiser les coûts globaux de crédit. Pourquoi choisir une assurance de prêt? Pourquoi choisir Valorama pour vous accompagner? Alors, je travaille pour le cabinet Valorama. On existe depuis 2012 et on a été créé par notre directeur, Monsieur Tunus, Pierre, qui est un ancien banquier en Banque internationale. Il a créé notre société avec les souhaits d'apporter un service qui était alors inexistant, c'est-à-dire d'offrir un service, une assurance à distance avec des process d'adhésion simples et avec des contrats compétitifs et surtout adaptés à la personne, à l'assuré. Rapidement, l'assurance, c'est donc une exigence de la banque. Elle vous sera demandée pour couvrir 100% de votre crédit et si vous êtes 2 personnes à emprunter, elle peut être répartie en fonction du revenu du couple. Par exemple, si vous empruntez avec votre conjoint et vous apportez les revenus au foyer à peu près de manière égale, la banque pourra vous exiger 50% de couverture pour vous et 50% de couverture pour votre conjoint.
L'assurance est une protection à la banque, mais principalement une protection à votre famille pour ne pas laisser des dettes en cas de décès ou pour pouvoir continuer à faire face à la dette en cas d'invalidité ou d'incapacité de travail. Et aujourd'hui, les marchés de l'assurance, il est ouvert. Auparavant, les banques, elles savaient bien sûr leur produit d'assurance qui était automatiquement proposé à l'assuré. Aujourd'hui, vous pouvez aussi vous-même proposer à la banque un contrat d'assurance si celui-ci propose une couverture qui est égale à celui qui est proposé par la banque. Quels sont les types de prêts concernés? Pratiquement tous les types de crédits sont concernés pour l'assurance de prêt. On pourra vous exiger l'assurance en cas d'un achat de résidence principale, résidence secondaire, un investissement locatif ou un rachat des soultes. Les crédits à la consommation sont également concernés ou un crédit professionnel, notamment trésorerie, revolving ou ligne de crédit. L'avantage principal de faire appel à un courtier spécialisé comme nous pour l'assurance de prêt, c'est que on peut vous proposer une assurance pour un bien qui se trouve en dehors de France. S'il y a plusieurs d'entre vous qui achètent en Europe en résidence secondaire, on pourra vous proposer un contrat d'assurance adapté. La banque, elle peut être également en dehors de France. Si vous financez avec une banque espagnole ou italienne, une banque qui fait partie de l'Union européenne, on peut également proposer un contrat. Ou si le prêt, il n'est pas libellé en euros, s'il est par exemple en francs suisses, on pourra également trouver une solution pour vous. Quel niveau de garantie vous sera exigé pour votre prêt? Il y a deux niveaux. Soit c'est pour un investissement locatif, notamment on vous demande les niveaux les niveaux de base qui est les décès et la perte totale et réversible d'autonomie. Pour une résidence principale ou parfois les résidences secondaires, les banques demandent également l'invalidité et l'incapacité de travail. Nous proposons une offre complète pour les expatriés et pour les non-résidents. Notre point de départ, évidemment, c'est vous trouver les meilleurs tarifs. Trouver un contrat qui est irrévocable, ça veut dire que les garanties qu'on vous propose sont garanties tout au long de la durée de prêt. Peu importe si votre situation change. Spécialement pour les non-résidents et pour les expatriés, on sait que vous faites parfois beaucoup de voyages professionnels où vous êtes amené à changer des pays pendant la vie de prêt. Et tous nos contrats ne changent pas vous sécurisent et on garantit que peu importe votre situation, nous, le contrat, il va toujours s'adapter à vous. La territorialité, on étudie évidemment votre lieu de résidence, votre pays de résidence, et au préalable, on vous propose un contrat qu'on est sûr qui vous accepte et que, si possible, sans tarif supplémentaire. On essaie de faire les process les plus simples possibles pour vous. On sait que faire les choses à distance et surtout l'assurance, parfois, ça arrive au dernier moment dans votre process de crédit. Donc, essayez de simplifier au maximum les documents et que ça soit fait de la manière la plus fluide possible. Fiabilité des process, on reste toujours en contact avec vos interlocuteurs et on essaye tout le temps de passer les bonnes informations pour que les flux d'informations entre les banquiers, les notaires ou les professionnels du crédit se passent au mieux et que votre projet, que vous ne rencontriez pas de problèmes pour la mise en place de votre projet. Rapidement, encore une fois, on essaye tout le temps de trouver les process les plus simples possibles, dématérialisés. Tous nos échanges se font par email, par téléphone. On essaie de se rendre disponible par rapport au décalage horaire quand vous habitez dans un autre pays. S'il y a des examens médicaux qui sont demandés pour la mise en place de votre contrat d'assurance, on a la possibilité de vous les proposer en anglais, ce qui est très important.
Parfois, on peut vous nous lui procurer dans d'autres langues. Également, si vous savez des comptes rendus médicaux dans d'autres langues, on peut les prendre, il n'y a absolument pas de problème. Un exemple type pour les gains que vous pouvez faire sur les dossiers d'assurance. Pour un salarié des 35 ans qui emprunte 400 000 € sur 20 ans, typiquement, un contrat groupe va vous proposer un taux moyen de 0,20%, ce qui représente un coût total de 16 000 € sur les coûts total du projet. Nous, en tant que courtier spécialisé, on pourrait vous proposer un contrat qui propose un taux de 0,08, ce qui correspond à un coût total de 6 400 € et donc ça représente à peu près une économie de 60% par rapport à ce que vous aurez pu avoir avec un contrat bancaire classique. Comment ça se passe, la mise en place d'un contrat d'assurance? On est très réactif, on essaie tout le temps de répondre de manière claire et rapide. Si on est dans la possibilité de vous proposer un contrat d'assurance, si on sait à l'amont que le pays il est accepté ou s'il y a des spécificités qui sont déjà possibles avec un contrat existant, on vous envoie tout de suite un devis les mêmes jours que vous faites la demande. Autrement, on vous répond par email en disant que on va interroger nos partenaires. Mais en tout cas, les jours où vous faites la demande, on vous répond par retour d'email. Si vous êtes OK avec les devis, vous nous donnez les feux verts et on vous envoie les process d'adhésion. On privilégie l'adhésion en ligne et la signature électronique. Donc, tout se passe très rapide. Pour les prêts qui sont supérieurs à 1,2 million, les formalités médicales sont nécessaires. Donc, toute la première partie s'est passée de la même façon. La réponse par rapport à votre demande de devis et toute la première partie, ça se passe en une journée ou deux. Quand il y a des formalités médicales, on vous envoie la liste. Vous prenez les rendez-vous avec les médecins de votre choix. C'est possible de faire les formalités partout dans le monde. Une fois que vous savez les résultats, vous transmettez à l'assureur les informations. Et nous, on a les contacts privilégiés avec nos partenaires pour justement accélérer les process et faire en sorte qu'on vous répond de manière favorable le plus rapidement possible. Pour les devis, il faut aller sur notre site valorama.fr. Sur l'onglet supérieur droite, vous avez les devis. Nous avons les formulaires dans plusieurs langues. Vous complétez, vous allez jusqu'au bout et les formulaires nous parviennent automatiquement. Notre équipe, on est une équipe internationale. Notre directeur Pierre Tunus et moi-même, on se tient à votre disposition pour toute demande ou toute question sur l'assurance de prêt. Et du coup, maintenant, je passe la parole à Angélique. Un grand merci. Et puis, excusez-moi des problèmes techniques que l'on a pu avoir en début de webinaire. C'est tout simplement ce que l'on appelle les aléas du direct. Donc, on a vu avec Carte Financement et Valorama le financement de l'acquisition et puis l'assurance. Quand on achète un bien immobilier en France, au-delà de l'aspect technique, je dirais, de l'achat pur et simple, d'autres questions entourent cet achat, notamment celle de la structuration. Est-ce que je dois acheter le bien en direct ou bien est-ce que je constitue une société civile française? On pourrait aussi avoir recours dans certaines situations à une société étrangère. Voilà, ce sont les premières questions lors de, je dirais, dès l'avant-contrat que l'on doit se poser et que l'on se pose avec son notaire. Et aussi, on en discute avec son financier et aussi avec l'assureur pour voir si la structure envisagée convient bien également au niveau du financement et de l'assurance. Donc voilà, ça fait partie des questions que l'on doit se poser en plus du simple achat une fois qu'on a trouvé le bien. Quand j'achète un bien en France, je paye des frais de notaire, comme on appelle.
Ce sont des frais qui recouvrent à la fois la rémunération du notaire, qui s'appelle un émolument, mais surtout des taxes. Donc, dans l'ancien, vous avez une taxe de 5,80 €. Dans le neuf, vous pouvez avoir une taxation différente. Vous avez aussi des taxes additionnelles sur les locaux de bureaux et de commerce en Île-de-France. Mais votre notaire, dès lors qu'il prépare le compromis ou la promesse, ou alors dès lors qu'il reçoit le compromis ou la promesse, va vous indiquer les fameux frais de notaire. Là, vous avez également le tarif des émoluments, donc la rémunération du notaire lors d'une acquisition. Une question que vous vous posez certainement, puisque vous êtes non-résident, donc vous n'êtes pas en France. Est-ce que je peux acheter à distance malgré le fait que je vis à l'étranger? La réponse est oui, oui, oui. Lorsque l'on achète un bien dans l'ancien, vous avez la possibilité de déléguer votre signature auprès d'un mandataire choisi ou même d'un collaborateur parfois de l'office notarial. Voilà, ce sont des procurations sous seing privé. Donc, le notaire vous envoie la procuration. Votre signature peut être légalisée. Aujourd'hui, on a d'autres moyens aussi technologiques qui permettent une certification en ligne. Et puis, lorsque l'on achète dans le neuf, ou bien selon le type de garantie que vous propose votre financier, vous avez la possibilité aussi de faire une procuration que l'on appelle authentique. Là, vous allez vous retrouver en visio, comme aujourd'hui, avec le notaire qui vous lira la procuration et vous lui donnerez son consentement pour signer cette procuration. Donc, pas de problème, on n'a plus besoin d'aller au consulat, on n'a plus besoin de prendre un avion pour pouvoir régulariser une procuration à distance. Autre question, quand on achète un bien immobilier, eh bien, on devient propriétaire d'un élément, je dirais, de la France. Alors, dans ce cas, on doit aussi s'interroger sur la transmission de ce bien immobilier. Est-ce que la loi française va s'appliquer à ma succession? Est-ce que ce sera la loi de mon pays de résidence? Voilà, ce sont toutes des questions qu'il faut se poser. Et puis, on peut anticiper de son vivant la transmission de son bien, soit en protégeant ses enfants, soit en protégeant son conjoint survivant. Mais ce sont des questions, là encore, que l'on doit aborder avec son notaire lors de l'acquisition. Voilà, j'ai essayé de rattraper mon temps de retard dû aux problèmes techniques. Nous allons passer aux questions, si vous en êtes d'accord. Ok. Alors, je ne sais pas si toi, tu veux commencer, Aïn. La première question, je pense que c'est pour toi. On va faire comme l'ordre. Alors, à quel moment dois-je commencer les procès d'assurance? Alors moi, je dirais, bien sûr, une fois que toute la partie notariale, au moins la première partie est signée, une fois que vous avez un projet concret et que la banque vous avez commencé les process auprès de la banque, c'est un bon moment de commencer l'assurance parce que même si nous, on continue, on fait les process et on arrive jusqu'au bout et qu'on a votre acceptation prête, on peut toujours les mettre en stand-by, le temps d'avancer sur tous les autres documents. Et une fois que vous serez prêt à finaliser, nous, on peut valider l'assurance. Donc, les plus tôt, les mieux, comme ça vous préparez tranquillement votre financement. Alors, je vais répondre à la question de Zhongzhu. Donc, est-ce qu'on peut hypothéquer un bien immobilier acheté à l'étranger pour le prêt bancaire? Donc, je ne sais pas vous poser cette question. Est-ce que c'est la banque française qui peut prendre l'hypothèque sur un bien à l'étranger pour faire le prêt en France, ou vous pouvez hypothéquer un bien à l'étranger pour faire l'apport et faire financer en France? Mais dans tous les cas, la réponse, c'est non. Et les banques françaises ne peuvent pas hypothéquer un bien à l'étranger et revendre aux enchères. Donc, elles ne peuvent pas faire ça. Et l'apport doit venir de l'épargne ou comme l'héritage, donation, vente des biens ou d'actions. L'apport ne peut pas venir d'un autre prêt. C'est-à-dire, vous hypothéquez bien à l'étranger, vous faites un prêt sur votre bien et mettre cet argent-là en apport pour financer en France. Malheureusement, les banques n'acceptent pas un apport qui vienne d'un autre prêt. Voilà.
Je vais prendre la question suivante, enfin les deux questions suivantes. Une qui touche les SCI. Quels sont les inconvénients et avantages entre acheter en propre ou acheter en SCI? Je dirais qu'ils sont nombreux. Alors, souvent, les personnes pensent que acheter en SCI permet de faire des réductions de droits, ça coûte moins cher. Alors, c'est pas vrai. Il y a un gros fantasme autour de l'acquisition en SCI au niveau fiscal. C'est-à-dire que vous achetiez en propre ou en SCI, les frais de mutation, donc les frais notaires, sont les mêmes. Vous avez en plus les frais de constitution de la SCI, donc ab initio. Ensuite, quel est l'avantage d'acheter en SCI? Si vous êtes à plusieurs, parce qu'une SCI est une société, donc ça suppose au minimum 2 personnes, eh bien, vous allez, grâce à la SCI et la formulation des statuts de la SCI, éviter les règles de l'indivision que vous pourriez avoir dans un achat en nom propre. Et cela va pouvoir vous faciliter la gestion du bien, mais aussi, dans une certaine mesure, la transmission du bien, notamment à vos enfants. Je ne dis pas qu'on va payer moins de droits de donation. En revanche, la base, souvent, des droits de donation est un petit peu différente. Une seconde question touche aux services. Dans vos services, y a-t-il des solutions de notaires spécialisées pour les non-résidents? Alors oui, c'est vrai, je vous incite à vous orienter vers des notaires qui sont spécialisés en droit international ou pour les non-résidents, parce qu'effectivement, cela fait appel à des techniques assez particulières, même si tous les notaires de France sont tout à fait égaux dans ce domaine. Alors, je vais répondre une question sur l'assurance. Dans les cas où j'ai déjà une assurance vie ou autre assurance dans mon pays, est-ce que je peux ne pas souscrire une assurance de prêt en France? La réponse est non. Souvent, vous savez, effectivement, vous êtes bien assuré, vous avez pas mal de protections dans votre pays. Mais la banque ici en France, pour un prêt en France, vous demandez un contrat qui vous couvre, qui soit de droit français, et vous devrez avoir un contrat d'assurance adossé à votre prêt immobilier français. Aline. Je vais répondre à la question de Jean-Michel Attal. Quel est l'âge maximum pour un emprunt pour un achat d'une résidence principale en France? Donc, en général, un prêt en France, en fait, à la fin du crédit, vous ne pouvez pas dépasser 75 ans. Donc, pour les non-résidents, la durée maximum, c'est 20 ans. Donc, on doit faire l'emprunt vers 55 ans. Après, si vous souhaitez emprunter sur une durée de 10 ans ou 15 ans, on peut aller un peu plus loin, mais le problème, c'est que à partir de 55 ans, vos revenus sont pondérés par les banques. Ça sera entre 50 et 70%. Aussi, ils vont vous demander votre revenu de retraite. Donc, ça va impacter votre capacité d'emprunt. Donc, le meilleur moment de faire le financement, je dirais, ce sera plutôt vers les 50 ans, mais au-delà de ça, c'est un peu plus compliqué de trouver une solution, mais il n'y a pas de solution. Et il faudra bien anticiper le revenu de retraite. Et puis, est-ce que l'endettement, voilà, est-ce que ça peut passer sur le revenu de retraite? Et aussi, il y a une question pour la condition suspensive. Que se passe-t-il? La négociation du prêt toujours en cours à la fin de la période de la condition suspensive. Ça, c'est toujours compliqué quand on arrive à la fin de la condition suspensive, sachant que nous, à partir du moment où on prend le dossier jusqu'à on a le prêt de la banque, il faudra compter au moins à peu près 2 mois. Donc, si vous arrivez à la fin de la condition suspensive, il faut bien proroger ce délai avec le notaire et avoir l'accord du vendeur. Une autre question de Vincent. Y a-t-il d'autres solutions que la procuration pour l'achat à distance dans l'ancien? Alors, la première solution, c'est tout simplement de venir signer votre acte de vente. Hein, la procuration, c'est l'exception. Le principe, c'est la présence. L'exception, c'est la procuration. Et vous pouvez donner procuration à toute personne qui, bien sûr, est en France, puisqu'elle devra se déplacer pour pouvoir signer l'acte.
Pour l'assurance, je réponds à la question d'Isabelle. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec les contrats d'assurance si mon prêt n'aboutit pas? Et va tout simplement, on annule les contrats. Les prêts, l'assurance, elle va tout le temps suivre le prêt. Donc, s'il n'y a pas d'objet, évidemment, l'assurance n'a pas de lieu. Donc, on annule les process et puis voilà. Une autre question de Vincent. Quels sont les avantages de la SCI par rapport à un simple démembrement? J'ai envie de vous dire, c'est deux choses différentes. Le démembrement, vous savez, vous avez la pleine propriété, vous pouvez la casser entre d'un côté l'usufruit et de l'autre côté la nue propriété. Vous pouvez appliquer un démembrement sur un bien acquis en nom propre, ou bien vous pouvez appliquer un démembrement sur des parts de SCI. Le démembrement, donc, est une notion différente, je dirais, des parts de SCI. C'est deux choses différentes. De mon côté, il y a toujours une question que les clients me posent très souvent. Pourquoi les taux sont plus chers pour les non-résidents? Et quand on voit les taux sur les meilleurs taux, c'est pas la même chose que vous m'avez proposé. Pour expliquer les taux, donc il faudra savoir comment les banques fonctionnent et gagner l'argent de leur côté. Donc déjà, c'est pour les résidents, ils peuvent avoir la domiciliation de salaire, pour avoir les fonds chez eux. Et aussi, la rémunération passe sur les cartes bancaires. Chaque fois, ils payent avec des cartes. Il y a une commission et aussi avec l'épargne. Voilà, livret A ou assurance vie, tout ça. Donc, pour les non-résidents, malheureusement, déjà, vous ne pouvez pas domicilier votre salaire parce que vous ne recevez pas en France. Et aussi, les produits bancaires, pour vous, c'est un peu moins, voilà, carte bancaire, vous ne pouvez pas utiliser tous les jours. Et sachant que dans les banques, un financement, c'est un produit d'appel pour vendre d'autres produits aux clients, parce que le taux d'intérêt est très bas en France. En fait, les banques ne se rémunèrent pas dessus. Donc, derrière, ils vont vendre d'autres produits comme compte d'épargne, assurance de vie, tout ça. Et du coup, pour les non-résidents, le seul moyen de se rémunérer, c'est d'avoir un taux légèrement plus cher que les résidents. Et puis derrière, il a un peu de frais de dossier. Donc voilà, il est normal que pour les non-résidents, les taux sont plus chers par rapport aux taux indiqués sur le meilleur taux qui sont principalement pour les résidents. Pour répondre à la question de Sonia, j'ai déjà une assurance banque pour mon prêt souscrit depuis 2016, puis je changeais d'assurance en cours de prêt. Alors aujourd'hui, vous savez, plusieurs lois qui vous protègent et qui vous donnent la possibilité d'échanger d'assurance. Il y a la loi Hamon, la loi Bourquin, la loi Lagarde. Ce sont des lois qui ont été créées pour vous donner la possibilité de proposer à la banque un contrat d'assurance aux garanties équivalentes. Et si c'est bien le cas, la banque elle doit valider l'assurance et vous pourrez changer. Maintenant, il faut faire bien attention au timing qui est très très spécifique. Pour un prêt qui est déjà existant, comme c'est le cas, vous pouvez changer une fois par an à la date anniversaire de prêt. La date anniversaire, c'est la date de signature de l'offre de prêt. Et il faut envoyer 12 mois à l'avance les nouveaux contrats. Donc il faut prévoir beaucoup à l'avance et regarder si effectivement les nouveaux contrats il vous fait économiser, si c'est plus intéressant de prendre une nouvelle assurance plutôt que de garder les contrats existants. Pour les prêts qui sont signés il y a moins d'un an, c'est plus facile parce que dans la première année, vous pouvez changer d'assurance à tout moment. Donc, si vous avez signé un prêt en janvier, vous avez chaque mois de regarder s'il y a un contrat qui est mieux placé et vous pouvez faire la substitution d'assurance. Il n'y a pas un préavis si long, vous devez l'envoyer 2 semaines à l'avance à la banque et il n'y a absolument pas de problème. Donc, il y a la possibilité et c'est un coût qui peut être optimisé.
Angélique, je ne sais pas si vous voulez. Non, je pense qu'on arrive à la fin du webinaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Après, il y a des questions un peu plus personnelles, mais vous avez nos emails. Donc, vous pouvez toujours nous adresser vos questions par email. Nous serons ravis de vous apporter toute consultation. Merci de ma part. Merci Angélique, Aline et spécialement l'UFE pour avoir organisé ces webinaires. Merci à tous. Très bonne fin de journée à vous tous. Et merci à l'UFE. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.